récap info pour savoir et comprendre cette semaine avec Sylvie Guillaume, vice-présidente du Parlement européen, députée européenne socialiste. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Moins d'un Français sur 3 sait qu'il y aura des élections européennes l'an prochain. Tous les 5 ans, ces scrutins battent des records d'abstention, désintérêt ou méconnaissance. L'Europe est lointaine, trop administrative, ses institutions et son fonctionnement compliqués à comprendre. Quant à nos eurodéputés, qui les a déjà rencontrés? Alors dans ces conditions, comment ressusciter le rêve européen? Comment répondre aux eurosceptiques? Eh bien, toutes ces questions, nous allons les poser à notre invité, Sylvie Guillaume, donc vice-président du Parlement européen. Vous êtes 14, je crois, vice-président. Derrière un président qu'on ne connaît pas très bien. Rappelez-nous son nom. Antonio Tajani, il est italien. C'est un Italien, proche de Silvio Berlusconi. Oui, c'est exact. Oui. Alors je suis la seule Française vice-présidente. Et adhérente au Parti socialiste depuis longtemps. On va évidemment apprendre à découvrir ces institutions européennes. Sylvie Guillaume, vous avez été élue en 2009, eurodéputée, puis réélue en 2014. C'est à cette date donc, que vous avez accédé à l'une des vice-présidences du Parlement européen. Vous êtes membre titulaire de la Commission parlementaire des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. C'est ça. C'est bien ça, et vous avez notamment planché sur les questions de migration. C'est évidemment un des sujets qu'on abordera ce soir. Au Parti socialiste, militante depuis 88. C'est ça. Proche de Lionel Jospin au départ. Tout à fait, je le revendique et il reste une source d'inspiration. Vous avez notamment été à la tête de la fédération PS du Rhône. Pendant 10 ans. Vous avez eu des responsabilités nationales, secrétaire nationale du PS et même présidente du Conseil national du Parti socialiste. Et puis également proche de François Hollande durant la campagne qu'il a menée au pouvoir en 2012. Bien sûr, on a participé à cette campagne, comme j'ai participé à la suivante aussi, qui a été effectivement un peu moins heureuse. Vous avez été en 2012 chargé des questions d'immigration, encore pour montrer que vous avez longtemps travaillé sur cette question et ce sera important. Militante socialiste convaincue, donc, la déconfiture aujourd'hui du PS, vous l'analysez comment? Elle vous inspire quoi? Je l'analyse comme étant, à un moment donné, une déconnexion et des échecs qui se sont accumulés, une proximité peut-être insuffisante avec les besoins exprimés des Français, et puis une déferlante macroniste qui a pris ce territoire qui était sans doute laissé un peu trop en jachère. Mais bon, on se relève, on travaille. Je trouve que ceux qui sont restés sont courageux et pleins d'enthousiasme. C'est pas facile tous les jours, il en faut reste être pas beaucoup, honnête. faut dire, Moins, mais écoutez, moi j'ai fait plusieurs réunions de fédération, on appelle ça les fêtes de la Rose, dans toute la circonscription, qui est une très très grande circonscription, et dans le Var, dans les Alpes-Maritimes, dans le Rhône, dans la Drôme, partout. Je retrouve des gens que je n'avais pas vus depuis longtemps. Il y a une forme de curiosité. Et il y a surtout, je pense, beaucoup de déception à l'égard de ce que fait le gouvernement autour d'Édouard Philippe et autour du président de la République. Et cela aussi pose des questions sur cette forme de verticalité du pouvoir qui est assez mal perçue, je pense, par les militants et par les Français. Donc des militants ou des sympathisants PS ont attendu de voir ce que ça donnait, Emmanuel Macron, et vous le sentez, reviennent vers le PS. C'est pas massif. Les nouvelles sont moins mauvaises qu'on le dit. Oui, exactement, parce que on peut pas rester sur un temps-T où on se dit bon, les socialistes sont morts et puis on va passer les choses par perte et profit. Nous, on a décidé de relever la tête, de passer, de cogner sur le fond de la piscine et puis essayer de remonter. Et quand je dis nous retrouvons des gens, c'est à la fois parce qu'on essaie de redevenir attractif auprès de ceux qui peut-être à un moment donné nous ont quittés ou ceux qui veulent nous rejoindre, mais c'est aussi parce qu'il y a cette déception. Et ce double mouvement fait que on doit faire nos preuves, on doit continuer à travailler, on doit continuer à faire des propositions, on doit s'intéresser aux besoins des gens. Mais voilà, il y a ce sursaut qui se joue et moi je le mesure vraiment tout à fait concrètement. Olivier Faure, à la tête du Parti socialiste, c'est l'homme qu'il faut pour faire cesser les divisions, pour relancer le parti? C'est lui qui l'a fait effectivement au moment du congrès où c'était pas forcément gagné d'avance. Il y avait beaucoup de divisions initiales et il a réussi à avoir autour de lui suffisamment de troupes pour être très majoritaire et tout seul. Pour l'instant, il vous convainc? Pour l'instant, il a besoin lui aussi de se faire mieux connaître. C'est comme les députés européens dont vous parliez tout à l'heure. Mais il intervient beaucoup. Je trouve qu'il a un esprit brillant. Il faut qu'il soit mieux connu effectivement de l'opinion publique. Et le départ récent de quelques grands noms socialistes, je pense à Marie-Noëlle Lienemann qui symbolisait la gauche du Parti socialiste. C'est dommage. Tout a été fait pour que cette
ce rassemblement continue. Marie-Noëlle Lienemann, que je connais également depuis très très longtemps, est quelqu'un qui a été au cœur du Parti socialiste, de ses mandats. Elle tient tout, je crois, du Parti socialiste. Je suis très déçue qu'elle le quitte de cette manière, mais elle a fait son choix. Je suis beaucoup plus déçue de la part d'Emmanuel Morel, qui a été mon collègue, qui est toujours d'ailleurs mon collègue au Parlement européen, qui a été membre de la délégation socialiste française. On était 13, donc on se connaissait tous très très bien. Mais cette fusion, elle prouve que ça va quand même pas si bien que ça. Vous savez, on parle de 2 personnes. Oui, mais c'est difficile de compter ceux qui reviennent. Mais 2 personnes sont parties, les figures les plus emblématiques. Ils ne sont pas seuls. Mais sincèrement, ils ont fait leur choix. Je trouve que c'est un choix qui n'est pas forcément très pertinent, surtout vu le moment où ils choisissent de rentrer la main dans la main avec la France insoumise et ses problèmes. Mais après tout, ce choix, je le comprends. Je ne le partage pas, mais je le comprends. Et je suis surtout très déçue d'une chose, c'est que la proximité d'Emmanuel Morel avec les autres membres de la délégation socialiste française, donc ceux qui étaient élus sur les mêmes listes en 2014, n'est pas remise en cause. Il a d'ailleurs parfaitement trouvé sa place, il a fait beaucoup de travail avec nous et il était très critique vis-à-vis d'autres que nous. Donc c'est très dommage. C'est toujours étonnant d'être élu avec une étiquette, de s'en défaire et de continuer son mandat. Mais bon, Sylvie Guillaume, vous avez été aussi adjointe au maire de Lyon entre 2001 et 2014, donc côté du maire socialiste Gérard Collomb. Le choix de Gérard Collomb pour En Marche, puis son départ fracassant de la place Beauvau plus récemment. Aujourd'hui, le PS lyonnais n'entend pas suivre Gérard Collomb aux prochaines municipales. Très concrètement, non. Moi, vous savez, j'ai toujours eu des relations assez sportives avec Gérard Collomb, parce qu'on se connaît là aussi depuis très très longtemps. Mais c'est en même temps quelqu'un qui respecte ceux qui lui tiennent tête d'une certaine manière. Donc de ce côté-là, il était assez servi. On s'est séparés. Effectivement, moi, j'ai choisi de me consacrer complètement au mandat européen en 2014, qui était déjà assez difficile pendant les années précédentes. Mais voilà, le PS a fait son choix. Il le fait sciemment. Il considère que surtout l'exercice de ministre de Gérard Collomb a été parfaitement délétère. Nous n'avons partagé en rien les options qu'il a prises, notamment sur la migration, avec des lois qui ne servent à rien et qui pénalisent encore plus la vie des migrants et des personnes qui ont rejoint le territoire français. Et franchement, voilà, nous ne regrettons pas ce choix. Ça va être un choix, là aussi, compliqué à mener, parce que Gérard Collomb est quelqu'un qui sait faire campagne, qui sait décrocher à une les personnes. Mais voilà, nous avons le souhait, là aussi, de rassembler autour de nous, de dialoguer avec d'autres composantes et puis de partir dans ces municipales avec beaucoup d'espoir. Donc vous, l'aventure En Marche, elle ne vous a pas tenté une Jamais. seconde? Jamais, parce que, voyez-vous, je peux comprendre là aussi une sorte de séduction exercée par ce jeune président que la France s'est donnée. Mais très rapidement, j'ai été frappée par quelque chose qui est ce côté très vertical du pouvoir. Et cette forme de mépris très tôt perçu, de mépris des corps intermédiaires, de ceux qui font société, de l'écoute de tous ceux qui participent de la construction d'une politique pour les citoyens français. Cela, ça m'a beaucoup frappée. Et malheureusement, je crois que cela continue de s'exercer. Et donc, je n'ai pas trouvé grâce auprès d'Emmanuel Macron. J'entends bien. Allez, on disait que les Français connaissaient mal l'Europe. Eh bien, on va s'intéresser quelques instants à ces institutions. Alors, le président du Parlement européen, vous le disiez, Antonio Tajani, un Italien, un des fondateurs de Forza Italia en Italie. On peut rappeler quand même que la France a présidé le Parlement européen, au moins à 2 reprises dans l'époque contemporaine, avec Simone Veil dans les années 80, et puis avec Nicole Fontaine à la fin des années 90. Le rôle de ce Parlement européen, dont vous êtes l'une des vice-présidentes, c'est quoi? C'est de légiférer? Exactement. Je me permets juste de revenir 15 secondes en arrière, parce que vous présentez Antonio Tajani comme un Italien d'abord. Il faut savoir que les nationalités sont importantes au Parlement européen, mais c'est d'abord les groupes qui ont leur importance. Et donc, il est d'abord quelqu'un qui est issu du PPE et de Forza Italia avant d'être un Italien. Mais ça a son importance, puisque autour de lui gravitent des vice-présidents qui ont certes une nationalité, mais qui représentent d'abord leur groupe. Pour en revenir à votre question, oui, nous sommes d'abord et avant tout des législateurs.
des gens qui nous nourrissons à la fois de nos connaissances, des rencontres que nous faisons, de ce que nous percevons du terrain et qui nous engageons beaucoup. On n'est pas omniscient au Parlement européen. On ne peut pas être performant et expert dans tous les domaines couverts par les politiques européennes. Par contre, quand vous décidez d'exercer cette forme de travail, vous êtes amené à prendre assez vite des responsabilités et donc vous êtes vraiment en capacité d'influer sur le modèle politique et les choix politiques qui sont faits. Alors on va essayer d'être pédagogue. Quelle est la différence entre le Parlement européen, donc les députés que vous représentez en partie, et la Commission européenne, qui elle détient le pouvoir exécutif en quelque sorte? Nous sommes tous les deux des institutions, le troisième étant le Conseil qui représente les États membres. Le Parlement est composé de parlementaires qui sont les seuls élus démocratiquement. Donc nous sommes élus tous les 5 ans. Au suffrage universel direct. Exactement. Par les citoyens. Exactement. Avec des modes de scrutin différents dans l'Union européenne, mais élus tous, donc les seuls représentants démocratiques des citoyens. La Commission, c'est effectivement une sorte de... Comment pourrait-on le comparer? Une sorte de super conseil des ministres avec des commissaires qui viennent de chacun des États membres. Donc, nous en avons 28 et peut-être sans doute 27 dans un temps rapide. Qui sont nommés par les États. Voilà, qui sont nommés par les gouvernements des États. Donc qui représentent à un moment donné la tendance politique de l'État concerné. Et qui est effectivement le seul détenteur du pouvoir législatif, de l'initiative législative. C'est-à-dire que c'est la Commission qui rédige les textes qui ensuite vont être discutés au Parlement européen et au Conseil. Et ce que nous revendiquons, par exemple, en termes d'avancée démocratique, c'est que le Parlement européen puisse lui-même avoir cette initiative législative et donc mettre dans les tuyaux de la discussion des textes législatifs. Alors le Parlement européen, c'est près de 800 députés, c'est 751. 751 eurodéputés répartis sur les 28 États membres en fonction de la taille de leur population. Alors ça va de l'Allemagne, je crois qu'il y en a 96, jusqu'au Luxembourg, qui en a 6, comme Chypre, l'Estonie ou Malte. La France en a combien? On en aura 79 lors de l'élection de 2019, mais nous sommes pour l'instant 74. Voilà, 74, et on va en récupérer quelques-uns en raison du Brexit. Exactement. Puisque, évidemment, le Royaume-Uni... Une partie des sièges qui étaient attribués aux députés britanniques est réinsérée auprès des États membres. La France avait un retard vis-à-vis de son poids de population, donc on rattrape une partie de ce retard. Mais on sera aussi moins nombreux dans le futur Parlement, puisque nous allons passer à 705 membres en raison justement du départ des Britanniques. Alors vous dites qu'il y a une partie des sièges britanniques qui va être remis dans le pot commun et une autre partie qui va être mise en stock en cas d'élargissement de l'Union européenne. Exactement. On peut encore élargir l'Union européenne? Oui, il y a des pays qui sont actuellement dans un processus de candidature et qui ont, pour certains d'entre eux, franchi quasiment toutes les étapes. Donc les degrés sont différents, mais effectivement, certains pays des Balkans sont très très proches. Ils n'ont pas franchi tous les chapitres, ils n'ont pas rempli tous les chapitres, mais cet élargissement peut intervenir. Mais vous entendez cette critique quand même, qui consiste à dire on a élargi trop et trop vite. Oui, c'est l'éternel débat entre l'élargissement et l'approfondissement, et je trouve que c'est un débat parfaitement légitime. C'est pourquoi je m'apprêtais à vous dire que l'élargissement, à mon avis, notamment pour les Balkans, n'est pas pour tout de suite. Il y a encore dans beaucoup de ces pays des problématiques de sécurité, des problématiques économiques, des problématiques sociales qui rendent les choses un petit peu difficiles. Et puisque la vocation de l'Union européenne est de réduire les écarts à la moyenne, de faire en sorte que cette harmonisation vers le haut profite à tous, c'est vrai que pour l'instant, un certain nombre de conditions ne sont pas complètement remplies. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui plus méfiant qu'on ne l'a été ces dernières années sur la question de l'élargissement? Non, pas vraiment, parce que si vous prenez le cas de la Turquie, par exemple, qui est un pays qui est depuis très très longtemps dans ce processus d'adhésion, le temps long montre qu'on a aussi été très très vigilant vis-à-vis de la Turquie. Mais oui, sans doute que les conditions, notamment liées à la sécurité, et peut-être aussi ce que la Grèce, ou en tout cas les autorités grecques, à un moment donné, ont fait en camouflant sans doute un certain nombre de chiffres, rendent peut-être un certain nombre d'institutions plus méfiantes et les checks plus approfondis. Alors les futures élections européennes, je le disais, moins d'un Français sur 3 sait que nous voterons pour nos eurodéputés fin mai 2019. Elles se tiendront le 26 mai, en France précisément, en un seul tour, un scrutin de liste. Le pays ne sera plus découpé comme auparavant en circonscriptions. C'est ça. Pour l'instant, nous avons 8 circonscriptions. Donc, ce qui donne, pour vous donner une idée de la circonscription dans laquelle je suis élue, moi, il y a 16 départements, c'est toute la région Rhône-Alpes,
toute la région PACA et la Corse. Donc ce sont des circonscriptions gigantesques, à part celle de l'Île-de-France. Et donc il y avait, au moment de cette séparation en euro-région, une promesse qui était une promesse de plus de proximité pour les parlementaires européens. Malheureusement, quand vous avez 16 départements et autant d'électeurs, c'est vrai que cette promesse, elle n'est pas complètement réussie, elle n'est pas complètement comblée. Il faut être très présent sur le terrain, mais comme je vous le disais, on a en même temps une activité législative très dense. Donc c'est très compliqué d'avoir cette exigence de proximité. Et en contrepartie, on n'avait pas acquis du tout une dimension, on avait même presque perdu d'ailleurs, une forme de dimension nationale et politique avec cette partition du territoire. Donc on revient sur une liste nationale qui, à mon avis, doit permettre de mieux identifier les choix politiques à faire. Donc c'est cette promesse-là qu'on essaye de faire à ce moment. Vous parlez de présence sur le terrain, mais enfin, je posais la question en introduction, qui connaît son eurodéputé? On ne rencontre jamais sur le terrain. Il faut être très humble quand on est député européen. On est assez peu fréquemment invité dans les télés, sur les médias. Un certain nombre de chaînes nationales font des débats entiers sur l'Union européenne sans inviter un seul parlementaire européen. Donc c'est assez stupéfiant de ce point de vue-là. Mais ne dites pas que personne ne nous connaît sur le terrain parce que nous sommes un certain nombre de députés à faire des déplacements, à être présents, à consacrer énormément de temps et d'énergie à être là. Et puis, comme nos circonscriptions sont grandes, moi j'ai fait le choix aussi d'avoir une activité sur les réseaux sociaux et une activité par le biais électronique assez renforcée. Donc toutes les semaines, par exemple, je fais une newsletter qui part à plusieurs milliers de personnes. C'est très exigeant, hein, comme travail, mais je crois que je me dois de donner cette information régulière aux citoyens. Donc voilà, il faut pas hésiter à s'inscrire à cette newsletter. Donc pour ces futures élections européennes, scrutin de liste national, il faudra trouver donc 79 colistiers, si je comprends bien, et toutes les listes qui obtiendront plus de 5% des suffrages pourront envoyer à Strasbourg des élus au Parlement européen. Comment ça va se passer au Parti socialiste? Qui sera tête de liste, soyons clairs? On ne sait pas encore pour le moment. Nous avons bouclé la période de candidature vendredi dernier. Il y a 215 ou 218 candidatures à ce stade. Pour 79 places. Voilà, pour 79 places. Vous en serez? J'espère bien. En tout cas, j'ai posé ma candidature. Mandat. Oui, et si j'ai l'occasion, je vous expliquerai pourquoi je veux faire un troisième mandat. Donc oui, j'ai posé ma candidature. J'espère faire partie du premier contingent de candidats de manière à exercer une nouvelle fois ce mandat. Et puis une commission de travail va se réunir et classer les candidatures. Alors, commençons par ordre. Pourquoi un troisième mandat ? Parce que le mandat européen est un mandat très exigeant, comme je vous le disais tout à l'heure. Et je trouve que l'idée d'avoir un mandat où on se nourrit de toute cette exigence et toute cette connaissance est utile. Je l'ai fait. Et je crois l'avoir fait avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'envie d'apprendre. On a souvent un mandat pour exercer cela. Et donc avoir cette influence dans les lieux de pouvoir, savoir mener à bien des dossiers, prendre des postes à responsabilité. Vous avez signalé que j'ai eu à la fois j'ai toujours ces fonctions de vice-présidente. Et je suis en charge d'un certain nombre de dossiers très importants au sein du Parlement européen, notamment dans le domaine de la migration et de l'asile, mais pas seulement. Et ensuite, je considère que ce troisième mandat, il faut le consacrer à transmettre nos savoirs, de manière à ce que cette influence puisse être dans une forme de noria et ne se perde pas. On a tendance, vraiment, souvent en France et dans tous les partis, quels qu'ils soient, à considérer que le mandat européen est un peu un mandat où on envoie certains se reposer pendant 5 ans en attendant autre chose. Et puis, ça arrive, ça arrive. Je connais des noms que je ne citerai pas. Et on a aussi de temps en temps tendance à considérer les députés européens un peu comme des Kleenex. Et quand il faut faire la place pour d'autres, on les jette. Je trouve qu'on perd beaucoup en influence et que la France, les idées politiques ont perdu en influence en considérant les députés européens comme des Kleenex. Donc, il y a cette transmission du savoir, et je crois très, très importante. Je m'y attacherai dans ce troisième mandat. On verra comment le Parti socialiste se prépare, parce que 79 non, finalement, c'est pas beaucoup sur un plan national. La tête de liste, on a parlé de Ségolène Royal, on a parlé de Julien Drey, ce sont des bons profils?
Ils sont très très différents l'un de l'autre. Les deux ont fait signe, avec des degrés divers de puissance vocale, sur leurs intentions. Pour l'instant, les choses ne sont pas tranchées. Le Parti socialiste serait crédité dans les meilleurs sondages entre 6 et 10% des voix. On rappelle qu'il faut 5% pour envoyer des élus. Aujourd'hui, il y a 13 sièges, je crois. Les augures ne sont pas excellentes ici. C'est dur. Ce serait mentir que de prétendre le contraire. Donc, nous sommes un parti en pleine renaissance, en pleine reconstruction. Donc, nous nous attachons à concevoir à la fois la meilleure liste possible et puis aussi le meilleur programme possible, essayer de mettre en valeur nos idées. Guillaume, ce sera forcément une liste de rassemblement à gauche. On ne peut pas avoir une liste du Parti socialiste, une liste avec Benoît Hamon, une liste avec les écologistes. Chacun va faire 2%. Pour l'instant, c'est vrai que les augures sont assez mauvaises parce que si on essaye de faire tous une liste et de tous vouloir avoir 5%, ce qui ne sera évidemment pas le cas de tout le monde, on risque d'être non seulement soit très fractionné, soit disparaître complètement. L'histoire a déjà montré. Tout à fait. Donc l'idée pour l'instant, c'est que chaque parti soit dans cette discussion interne, forge, et j'y reviens quand même un instant, forge vraiment aussi les idées qu'il défend sur l'or. Parce qu'une liste, c'est quelque chose, mais si une liste défend on ne sait quoi, ça n'a pas d'intérêt. Donc il faut aussi, dans chacun chez soi, faire le tri de ses idées et commencer à travailler à un programme politique pour ces élections. Mais je pense que la question du rassemblement se posera objectivement pour nous tous, écologistes et gens de gauche. Sur le positionnement, vous n'avez pas l'impression qu'on cherche à nous... maintenir entre la position des populistes eurosceptiques d'un côté et puis les europhiles autour d'En Marche de l'autre? Oui, vous avez raison, le monde politique ne se scinde pas, de mon point de vue, entre les gentils progressistes et les vilains nationalistes. Alors, les nationalistes sont vilains, mais c'est plus leurs idées qu'ils sont vilaines. Et je crois effectivement que Emmanuel Macron, en s'érigeant un peu le rempart et le après moi, ou hormis moi, le chaos, fait un mauvais calcul et surtout prend les électeurs un peu pour des imbéciles. Parce que les clivages politiques, ça existe et on ne peut pas prétendre diriger l'Union, changer les politiques, donner du sens aux politiques qui sont menées, aux priorités qui sont suivies, sans avoir en tête ce clivage entre les libéraux qui ont préconisé ces dernières années, ces quelques dizaines d'années passées au plan européen, une politique très très libérale avec les résultats qu'on connaît. Et donc préconiser cette démarche encore, c'est faire peu de cas de des nécessités qui sont ressenties par nos concitoyens. Bon, ces scrutins aux élections européennes, ils sont toujours marqués par une très très forte abstention. Selon l'Eurobaromètre, seuls 42% des Français se disent intéressés par ce scrutin. C'est exact, c'est douloureux, c'est difficile. Mais en même temps, je pense que on va commencer une politique institutionnelle qui maintenant est pratiquement bouclée. Les fois précédentes, ça n'a pas marché. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Ce qui a plutôt pas très bien marché, c'est que les slogans n'étaient pas forcément très très bons du point de vue de la campagne institutionnelle. Je scinde les choses. Il y a une campagne politique qui est l'affaire des formations politiques et il y a une campagne institutionnelle qui est menée par le Parlement européen et qui donne à voir, qui rend visibles les choses. Et c'est vrai il y a eu peut-être quelques bévues qui ont été commises ou des erreurs qui ont été commises auparavant. Là, alors, quel est le slogan que vous choisiriez pour inciter les gens à aller voter pour le Parlement ? Je pense que ça parlerait d'abord. Moi, je ne suis pas communicante. Ce n'est pas mon travail de sortir des slogans. J'essaye de faire en sorte d'être sur un temps plus long. C'est quoi l'accroche C'est la proximité. La proximité, la citoyenneté et la démocratie. Parce que, vous savez, la proximité, on peut se gargariser quand on commente la politique en disant « oui, mais les politiques européennes, personne ne les voit, personne ne les sent. » Oui, bien sûr. Mais quand vous posez la question à une structure qui fait de l'insertion professionnelle pour les jeunes, pour les adultes, qui permet de remettre le pied à l'étrier de chômeurs de longue durée, comment croyez-vous que ces structures fonctionnent ? Elles ne fonctionnent pas qu'avec des crédits nationaux ou même locaux. C'est majoritairement des fonds européens qui viennent aider ces structures-là. Quand vous avez des jeunes qui partent en Erasmus, finir leurs études ailleurs, dans l'Union européenne, acquérir une expérience, un diplôme, une sûreté de soi dans plusieurs pays européens, financés avec des bourses qui leur permettent de vivre. D'où croyez-vous que cela vient ? C'est évidemment une mobilité. Le budget Erasmus sera revu à la hausse en 2019. Exactement, parce qu'on s'est battu pour cela. Et on a élargi aussi le profil des jeunes qui partaient, parce que c'était que des jeunes des grandes écoles ou d'universités. Donc on a élargi aussi aux apprentis qui peuvent maintenant partir. Donc c'est de la proximité, c'est de la politique concrète.
Mais vous savez aussi qu'on s'intéresse plus souvent aux trains qui n'arrivent pas à l'heure. Tout Et à alors, fait. on peut parler de l'absence de politique sociale, de l'absence de politique écologique européenne, de l'absence de fiscalité européenne. Enfin, Là aussi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. La fiscalité est une politique qui s'acquiert à l'unanimité. Donc, quand vous voulez faire en sorte de contraindre ceux des États membres qui bénéficient d'une fiscalité plus favorable, oui, nous aurons du mal à les contraindre à le faire facilement. Donc, il faut dépasser cette règle de l'unanimité. Mais sur les politiques fiscales, les choses ont avancé. Quand on fait ce qu'on appelle un reporting pays par pays, c'est-à-dire que les grosses entreprises multinationales qui sont implantées en Europe et qui font du chiffre d'affaires en Europe, on a obtenu qu'elles délivrent, qu'elles donnent le montant des bénéfices qu'elles font pays par pays, pour justement avoir les idées claires sur l'évitement fiscal ou la fraude fiscale que certaines seraient tentées de faire. Donc ça, c'est du très très concret. Sur les politiques sociales, je suis assez d'accord avec vous sur le fait qu'elles ne sont pas visibles. Mais pourquoi ne sont-elles pas visibles? Parce que la majorité des politiques sociales ne sont pas des politiques communautaires. Et donc l'Union européenne sert à mettre en visibilité une analyse des besoins et derrière d'avoir à mettre dans les tuyaux, dans les États membres, des politiques sociales. Mais quand on travaille sur le détachement des travailleurs, par exemple, qui là, pour le coup, fait partie de ce créneau réellement communautaire, quand on lutte contre le dumping social, je suis désolée, on est vraiment dans quelque chose de très visible en matière sociale. précisément sur le dumping social, on a réussi, l'Europe a réussi à arbitrer de façon favorable. Tout à fait. Et singulièrement sur la directive sur le détachement des travailleurs, qui est une directive protectrice, quoi qu'en pense par exemple Marine Le Pen, qui considère qu'il faudrait la jeter à la poubelle. Quand on lutte sur des travailleurs, contre un phénomène qui fait qu'il y aurait des travailleurs low cost dans l'Union, oui, on lutte contre le dumping social. Ça ne résout pas tout. Ça ne résout pas tout. Parce que dans chacun des pays, on continue d'avoir des entreprises qui ne jouent pas le jeu et des gens qui emploient encore des gens au noir et avec des conditions qui ne sont pas acceptables. Mais cette directive protectrice, oui, elle existe et elle doit continuer d'être améliorée. Vous parliez de fiscalité envers les grandes entreprises. En ce moment, l'Union européenne débat d'une proposition fiscale qui a été présentée d'ailleurs devant la Commission européenne. C'est cette fameuse taxe sur les GAFA, Google, oui, Amazon, exact. Facebook et Apple. Un texte qui prévoit la mise en place d'une taxe de 3% sur les revenus des activités, sur les chiffres d'affaires et non plus sur les bénéfices, parce que c'est facile de dissimuler ces bénéfices dans des paradis fiscaux. Et on sait très bien que sur cette question-là, il n'y aura jamais d'unanimité. Il n'y aura jamais de taxe à 3% sur ces géants qui défiscalisent. Alors, partons du principe que rien ne peut fonctionner et donc rien ne fonctionnera. Mais quand je vois par exemple la commissaire... Mais certains pays directement concernés vont s'y opposer. Attendez, oui, c'est ce qu'on indiquait tout à l'heure. Tant que l'unanimité est effective... Donc il faut revenir sur la règle de l'unanimité, c'est ce que il faut revenir sur la règle de l'unanimité, d'une part, ce qui est une condition et une dimension tout à fait fondamentale. Mais prenez par exemple l'action de la commissaire à la concurrence, Madame Vestager. Elle a mis en place des taxes, des amendes pour toute une série d'entreprises multinationales, et notamment dans le domaine du numérique. Elle a gagné sur ce point de vue-là. Et je crois sincèrement que on ne peut plus être dans le monde d'avant, comme certains disent, où finalement, au Luxembourg, à Chypre ou à Malte, on camoufle des bénéfices et on camoufle surtout les fraudes qui pourraient être faites par certaines des multinationales. Donc on a progressé réellement en la matière. Un mot d'Europe politique. On a l'impression d'assister à une Europe un petit peu en panne, très divisée, avec les pays d'Europe du Nord, la Scandinavie, les Pays-Bas, où l'économie se porte plutôt bien, qui ont le sentiment de devoir faire des efforts pour les mauvais élèves de la classe, les populistes, l'Autriche, la Hongrie, l'Italie, qui sont très eurosceptiques pour le coup, un couple franco-allemand qui est déchiré maintenant, on peut le dire. Est-ce que cette Europe politique, elle n'est pas en panne aujourd'hui ? Oui, elle ne donne pas un visage merveilleux, elle donne surtout le sentiment d'une très grande division dans les stratégies et de très grands antagonismes sur de chacun des États membres, de chacun des gouvernements, pour essayer de tirer le meilleur parti sans se soucier des autres. Et donc, ce qui est questionné, je crois vraiment ces dernières années, c'est la question de la solidarité et de l'espoir européen tel qu'il était conçu. Mais c'était un des fondements de l'Europe au départ. Tout à fait. Il ne faut pas considérer qu'il est perdu. Parce qu'on continue de travailler, parce qu'on continue d'essayer de convaincre et parce que le pire n'est pas inéluctable. Mais c'est vrai que nous abordons ces élections, je les aborde moi-même, dans une inquiétude, dans une forme d'anxiété, avec des dérives qui sont intervenues ces dernières années, avec là aussi, je le redis, des antagonismes très très forts qui se sont exprimés. Mais le monde évolue, les références politiques évoluent, il faut continuer de se battre.
Alors, parmi les sujets qui ont pas mal divisé les Européens ces derniers mois, l'accueil des migrants. Certains pays refusent catégoriquement d'en recevoir, d'autres, en première ligne, et je pense à l'Italie, estiment faire beaucoup plus que les autres et du coup se cabrent. Et l'Europe, là-dedans, elle peine à donner une ligne directrice, finalement. Alors là aussi, si vous me permettez, votre remarque est juste si on considère que l'Europe, c'est l'ensemble des institutions. L'Europe, elle est surtout bloquée par la position des États membres. Comme vous l'avez indiqué, l'Italie qui dit j'ai reçu beaucoup d'argent. Enfin, ça, elle ne le dit pas trop pour faire en sorte d'organiser la solidarité et l'accueil. Mais elle dit j'ai trop de gens arrivent. C'est vrai qu'elle est sur le pourtour de l'Europe et que cette frontière extérieure est sous pression. C'est exactement la même situation en Grèce et bientôt en Espagne. Donc, cette solidarité, elle ne s'exprime plus. Et surtout, chacun voit midi à sa porte. Et sur cet espoir-là, cette façon de partager la responsabilité, l'Europe a beaucoup fait machine arrière. Moi, je crois que les institutions comme le Parlement, même comme la Commission, ont réussi à mettre au point des schémas où la solidarité ne s'appuyait pas seulement sur le fait d'être aux frontières de l'Union européenne, mais sur d'autres schémas, d'autres curseurs, sur le fait qu'on pouvait, quand on est migrant, avoir de la famille ou une communauté de référence, sur le PIB des États, donc une répartition différente que simplement la position géographique. Donc, assez curieusement, j'allais dire, si je peux me permettre cette référence, la Commission a réussi à faire son travail, le Parlement l'a fait aussi, et les États membres bloquent. On a par exemple sur le règlement Dublin qui est la clé de voûte de l'asile. Le règlement Dublin, ça dit très simplement que le dossier de demande d'asile de quelqu'un se fait là où la personne a franchi la frontière européenne. Donc, quand on est au pourtour de l'Union européenne, évidemment, on a plus de pression. On sait que ça ne fonctionne pas. On sait que ce règlement de Dublin ne fonctionne pas. Le Parlement a fait son travail en substituant quelque chose qui est plus sophistiqué peut-être, en tout cas qui repose sur d'autres curseurs, comme je vous le disais tout à l'heure. Les États membres, voici près de 17 mois, n'ont pas bougé une oreille sur ce sujet. Donc, il y a, à l'évidence, à faire progresser les choses du point de vue de la décision au Conseil, c'est-à-dire dans les États membres. Est-ce que vous ne craignez pas que cette question de la migration, elle fasse exploser le score des partis extrêmes aux européennes de mai prochain ? C'est à l'évidence un sujet qui est consciencieusement manipulé par un certain nombre de forces populistes et xénophobes. C'est un marqueur important. Oui, c'est un marqueur important, mais ce n'est pas parce qu'on agite de l'hystérie et de la peur qu'on résout les problèmes. Et ça, j'aimerais que chacun, là aussi, interroge sa conscience et sa réflexion et qu'on n'en reste pas simplement à des phrases qui font simplement sujet-verbe complément en accusant les migrants de tous les maux et qu'il y ait au moins la capacité à exprimer clairement un certain nombre de choses sur la question de la migration. Mais ça veut dire quoi ? Chacun doit interroger sa conscience. Ça veut dire qu'on ne peut pas s'en tenir simplement à considérer que la phrase qui dit « tous nos problèmes sont liés à l'arrivée à la submersion de migrants dans l'Union » est une phrase juste. D'abord parce que tous nos problèmes ne sont pas liés à ça et parce qu'il n'y a pas de submersion. Depuis 2015, les flux de personnes qui veulent rentrer dans l'Union européenne ont été divisés par 3. Donc il faut cesser de s'en tenir à des explications qui n'en sont pas. Les partis d'extrême droite n'ont pas d'explication, n'ont pas de proposition là-dessus, sauf la fermeture des frontières, ce qui n'est à l'évidence pas une solution. Autre sujet sur lequel on pourrait attendre quelque chose de l'Europe, c'est la politique écologique, on va dire. On parle beaucoup de réchauffement climatique, c'est un enjeu majeur de notre société. Et pourtant, sur l'énergie, sur les pesticides, sur les mesures anti-pollution, c'est très difficile de voir émerger un consensus européen. Oui, là aussi, vous avez parfaitement raison d'aborder cette question parce que je pense que c'est à l'échelon européen que se jouent les choses. Quand vous avez des blocs continentaux sous la houlette de Trump, eurosceptique notoire, ou en Chine ou en Asie plus généralement, où les politiques énergétiques sont complètement contraires encore à la lutte contre le réchauffement climatique et à la lutte contre la pollution, il faut que l'Europe soit forte. Mais c'est aussi, en Europe où les premiers règlements contre la pollution, contre les produits chimiques ont été mis en œuvre. Et quand vous avez, par exemple, la lutte contre les plastiques dans les océans, on a voté il y a moins de 15 jours un texte, des objets en plastique à usage unique. À usage unique.
on se met d'accord et on arrive à faire en sorte que, de trouver des solutions concrètes à ce sujet. Quand on met, par exemple, en forme, s'agissant de la production des voitures, des normes qui font baisser le recours, enfin le taux d'émission de carbone de ces véhicules, non seulement pour les camions, pour les camionnettes, mais également pour les voitures particulières. On est dans notre rôle et c'est parce que l'Union est suffisamment déterminée que l'on peut progresser. Méticuleusement, vous ne prenez pas la question du glyphosate, l'interdiction de Mais l'herbicide. Si, la France réclamait dans les 3 ans, finalement l'Europe a choisi dans les 5 ans. Pardonnez-moi c'est trop caricatural. Non, c'est pas ce que je veux dire. Vous dites la France demandait 3 ans, c'est faux. La France demandait 3 ans sans compter la fin, l'écoulement des produits. Donc en fait, la France demandait 5 ans. Au Parlement européen, mon groupe voulait 0, c'est-à-dire qu'on arrête immédiatement. Mais la politique est un rapport de force. Et vous savez aussi sans doute, et je pense que ça peut être une de vos futures questions, que dans l'Union européenne agissent des lobbies qui ont des intérêts économiques très forts à faire en sorte que le glyphosate continue. Donc nous, quand on a dit on ne veut pas que le recours au glyphosate continue et on veut s'arrêter tout de suite, on a eu une levée de bouclier très très forte et des pressions très fortes de la part des lobbies. On a tenu bon, mais on a perdu sur ce sujet. Et donc, la politique n'a horreur du vide. On a réussi à se mettre d'accord sur une interruption dans 3 ans. Donc c'est le plus petit dénominateur commun, finalement. Non, c'est pas ça. C'est que c'est un combat. C'est un combat. Et quand les lobbies vont voir certains de mes collègues de droite, peut-être plus sensibles à un certain nombre d'arguments, eh bien oui, on n'a pas non plus réussi à avoir ces 3 ans. Donc on arrive finalement avec une solution qui n'est pas satisfaisante, mais qui existe. Et on continuera d'essayer de faire en sorte que la lutte contre les pesticides continue. On a créé d'ailleurs une commission spéciale sur ce sujet qui va faire des propositions d'ici une dizaine de jours. Un mot sur le Brexit. Le Royaume-Uni disposait d'un statut déjà bien particulier dans l'Union européenne et a décidé quand même de quitter l'aventure. Les négociations quand même pour parvenir à la mise en place de ce Brexit, de cette sortie de l'Union européenne, quand même sont loin d'être abouties. D'ailleurs, sur le plan politique, ça ne marchait pas, les négociations piétinaient. On a décidé de nommer un commissaire, Michel Barnier, pour s'occuper de tout ça. Ça n'avance pas plus vite. Pardonnez-moi d'être encore en désaccord avec vous. Monsieur Barnier a été mis en place très très tôt parce qu'il représente toutes les institutions européennes dans cette discussion. Et ce n'est quand même pas de la faute de Michel Barnier, ni de l'Union européenne, d'avoir en face un gouvernement, une première ministre, qui, dès qu'elle formule une position, est contrecarrée par son propre camp et par ses propres amis politiques. Donc, oui, ce sont des négociations très, très difficiles, très, très compliquées. Mais il y a un certain nombre d'exigences sur lesquelles l'Union ne transigera pas. Elles seront au nombre de 3. D'abord, il n'y a pas d'ordre. Mais il y a 3 conditions. La frontière avec l'Irlande, parce qu'il y a 2 pays en Irlande. C'est un point fondamental, parce qu'on ne peut pas faire en sorte de considérer que tous les accords qui ont permis de lutter contre la guerre civile peuvent être réduits à néant. Donc c'est un point de focalisation très très important. Deuxièmement, le statut des personnes. Il y a 3 millions de ressortissants de l'Union européenne qui vivent au Royaume-Uni. Demain, il faut qu'ils aient des droits garantis. Certains ont vécu des dizaines d'années à Londres ou ailleurs. Donc il faut que leur statut soit garanti de la même manière que ceux qui vivent, ils sont 1 300 000 ressortissants britanniques dans l'Union européenne, eux-mêmes aient des droits garantis. Et troisièmement, le Royaume-Uni a pris des engagements financiers sur le budget de l'Union européenne. 10 milliards. Donc ils doivent assumer aussi cet enjeu-là. Un mot sur l'Europe de la défense, mais très rapidement, avec cette anecdote. Vous avez vu il y a quelques jours que les Belges avaient choisi, pour remplacer leurs avions de combat, d'acheter leurs avions de chasse, d'acheter plutôt américains plutôt qu'européens. J'ai vu, et je le regrette. Alors déjà qu'on n'a pas d'Europe de la défense, et en plus on n'a pas de priorité européenne, on va dire. Oui, mais c'est parce que ce sujet, je crois, a perdu beaucoup de terrain en termes de discussion politique. Il a repris une forme d'activité très forte parce que les conditions de sécurité ont été considérablement dégradées ces dernières années et parce qu'un certain nombre de pays, dont la France, sont partis dans des opérations en se sentant très seuls dans un certain nombre d'opérations extérieures. Donc on a repris ce travail. Il est clair que demain, l'idée n'est pas d'avoir une armée européenne, mais de se donner les moyens justement d'avoir une référence en matière industrielle et stratégique qui fasse que les Belges ne choisissent pas
aux États-Unis. Sylvie Guillaume, merci. J'entends bien votre euro-optimisme. Euro-lucidité, si vous le voulez bien, parce que je sais que l'Union européenne, telle qu'elle est maintenant, n'est pas exactement celle que je voudrais. Je me bats pour qu'elle soit meilleure, plus adaptée, plus proche des citoyens, donc je suis lucide avant tout. Et on suivra évidemment la liste socialiste qui sera mise en place et choisie pour ces élections européennes le 26 mai prochain. En France, oui. Merci beaucoup d'avoir été l'invité du Récap Info. Merci à tous de votre fidélité. Retrouvez-nous tout de suite avec Sylvie Guillaume pour le bonus, le supplément du Récap Info et la semaine prochaine avec un nouvel invité.